terre. On devient un homme. Et alors, on va aller assez vite, mais évidemment, pour ceux qui ont lu le livre ou ceux qui le liront, je commence dans mon introduction par la caverne de Platon. Donc évidemment, c'est aussi un clin d'œil à la caverne de Platon, à ce lieu mythique créé par Platon où l'âme se projette. Dès l'origine, pour advenir à elle-même, l'âme se projette. C'est ainsi qu'elle construit son environnement, sur un fondement imaginaire. Et une question, puisque l'homme peint dans les cavernes à l'époque préhistorique, et puis il cesse de peindre dans les cavernes. Et je me demande très, très naïvement, vous me direz peut-être tout à l'heure ce que vous en pensez, si l'homme ne cesse pas de peindre dans les cavernes quand il commence à rêver. Et le peintre du rêve, c'est très certainement Chagall. Alors avant de vous montrer un tableau de Chagall, je vais vous lire cette petite citation que j'ai recueillie d'un entretien de Chagall. Donc, je l'ai entendu avec l'accent russe de Chagall, ce qui était éminemment poétique. Je ne vais pas prendre l'accent russe pour vous la lire. « C'est la vie même, l'air libre de France qui m'a étonnée, palette vivante pour moi, errant à travers les visages, les figures des hommes, les nuages sur les arbres, dans le marché, partout. L'air du pays, c'était l'art. Il ne t'oppressait pas, mais te donnait la possibilité de te souvenir de toi-même, de ne pas t'oublier. Au contraire, cet air plastique aiguise encore plus ta conscience de toi-même. Béni soit ce mariage, tu n'es jamais seul ici, dans ta solitude. » Entre 1910 et 1914, Chagall va quitter sa Russie natale, il est né à Vitebsk, en Biélorussie, pour se mêler à l'avant-garde parisienne. Donc il va rencontrer essentiellement les cubistes, il va rencontrer Delaunay, il va être très inspiré par les Van Gogh, les Matisse, et il va, on va le voir un peu plus tard, il va conjuguer son travail aux nouvelles formes plastiques et tout va l'inspirer. Et tout est l'occasion du rêve et de la réinvention et du remodelage des formes. Voilà. Donc là, c'est un tableau de toute fin de l'œuvre de Chagall, qui s'appelle L'artiste au-dessus de Vitebsk, donc qui a été peint en 1977-1978, et à Saint-Paul-de-Vence. C'est une huile sur toile. Et je vous le montre, c'est pas le grand Chagall, selon moi, ne se trouve pas là, mais je vous le montre pour deux raisons. D'abord parce que j'y vois un petit clin d'œil, je ne pense pas qu'il soit conscient du tout, mais vous voyez comme les formes passent à travers le temps et se métamorphosent. Ce bouquetin dans le ciel, on a vu les bisons, les chevaux de Lascaux qui renvoyaient au ciel de la préhistoire. Chagall met sans le moindre scrupule ces animaux, tout son bestiaire, le bestiaire de Vitebsk, la petite vie du shtetl qu'il a connu au sein duquel il a grandi. Il met tout ça dans le ciel et lui-même va se suspendre dans le ciel. Il s'abstrait, déjà un mouvement d'abstraction qui n'est pas du tout une abstraction intellectuelle, une abstraction mentale. C'est un vrai mouvement, un vrai changement de position. Il se déporte dans son rêve et il se peint là, au-dessus de Vitebsk. Il fait revenir à lui par un travail de réminiscence, à la toute fin de sa vie, il fait revenir à lui les images qui ont façonné son imaginaire. Un couple enlacé, peut-être lui et Bella, sa première femme, une femme et un enfant, un bouquet de fleurs, voilà, des choses qui le traversent, qui ne cessent de le traverser. On retrouve souvent les mêmes formes, les mêmes images tout au long de l'œuvre de Chagall. Chagall, on le comprend quand on lit sa biographie,
biographie qui l'arrête de façon très étonnante en 1922, quand il quitte définitivement la Russie. Chagall a besoin de l'imaginaire et du rêve pour survivre. Il vit dans une toute petite ville, donc au cœur de la Biélorussie. Ses parents sont extrêmement pauvres. Il a je ne sais plus combien de frères et sœurs. Rêver, c'est pour lui survivre. Et il y a une petite phrase qui m'a particulièrement touchée dans sa biographie. Et il dit, d'ailleurs il commence, je crois, sa biographie ainsi, il dit « Ce qui m'a d'abord sauté aux yeux, c'était une auge, simple, carrée, moitié ovale, une auge de bazar. Une fois dedans, je la remplissais entièrement. » Donc il va, presque à la manière de l'homme préhistorique, se mettre dans une auge, là, s'enfermer, se mettre dans une sorte de caisson de sécurité pour pouvoir rêver. Et puis Chagall raconte quelque chose de complètement étonnant. Il raconte comment il est mort-né. Imaginez, c'est lui qui parle, imaginez une bulle blanche qui ne veut pas vivre, comme si elle s'était bourrée de tableaux de Chagall. Mais il a vécu, et je le cite encore, « Contemplant cette maisonnette du haut de ma grandeur récente, je me crispais et me demandais vraiment où ai-je pu naître ici? Comment respire-t-on ici ?» Peut-être a-t-il été appelé, plus qu'appelé qu'un autre, avec des dispositions particulières, au rêve par son environnement. Dans l'auge, le peintre renaît. Il réinvente le monde qui l'entoure. Il se le rend supportable. Là, vous avez la figure du juif errant, hein, en quête d'une terre. C'est l'éternel voyageur, c'est le voyageur qui cherche sa position. Ce tableau, peint en 1914, s'appelle « Au-dessus de Vitebsk », donc une huile sur toile. Et non, pas une huile sur toile, c'est une huile sur papier qui est montée sur canevas, sur toile. Et donc, on voit là déjà le voyage qui va habiter Chagall. Chagall qui vit en Russie, quitte la Russie, retourne en Russie, est coincé en Russie. Première Guerre mondiale, Révolution soviétique, et puis qui s'en réchappe, qui vient vivre en France, et en France, dans le sud de la France, trouve un lieu de paradis, trouve un lieu pour rêver. Un autre tableau. Alors, j'aime beaucoup ces dessins qu'on trouve au centre Georges Pompidou, mais qui ne sont pas toujours exposés, malheureusement. Donc ça, c'est de l'encre sur papier. Chagall écrit « Je projette mon drame ». Je vous disais tout à l'heure que face à un tableau, on projetait son âme. Donc là, ce sont les paysans russes, hein, qu'il a vus toute son enfance et qu'il projette, qu'il va métamorphoser, transformer et qu'il projette sur le papier. Là, je pense que c'est en 1914-15, je ne sais pas exactement de quand datent les dessins. 1914, très probablement, voilà, c'est ça. Et puis, un autre maintenant. Alors là, c'est L'homme à la Torah, que je trouve incroyable, d'un humour étonnant. Hein, il voit à la fois le poids du livre, hein, qui courbe l'homme, mais la fierté aussi à le porter. On sent que là, il y a la rotondité de la terre, il ferait presque le tour de la terre avec sa Torah. Donc tout un imaginaire, toute une poésie. C'est un grand poète, Chagall. Et deux tableaux qui sont aussi au centre Georges Pompidou et que je trouve tout à fait étonnants. D'abord, je vous lis cette petite citation qui, pour moi, relève d'une intuition complètement géniale. « La vieille perspective est morte avec les autres méthodes. À sa place est venue une perspective non seulement de sentiment, mais une perspective de temps et d'une certaine morale. » Marc Chagall
je ne dirais pas qu'il est dans ce que j'appelle véritablement l'instance du tableau. Il est agité par elle, mais il ne va pas en faire la démonstration, comme on le verra avec l'abstraction. Il est encore dans la représentation. Mais là, il est à Paris, probablement en 1911, oui c'est bien ça, il est à Paris et il va peindre le poète Mazin et un intérieur qui renvoie aux intérieurs de Van Gogh, à Matisse également par les coloris. Et vous voyez comme la perspective est défaite. Et c'est pas anodin de défaire la perspective. Là, bien sûr qu'il est travaillé par le cubisme, il est travaillé par toute la modernité de l'école de Paris, mais il comprend l'importance de cette déstructuration, de cette abolition de la perspective, qu'on va rentrer dans une autre dimension qui pose le sujet sur un plan moral. Un bref petit rappel d'histoire de l'art, je ne suis pas historienne d'art, mais quand même. La perspective, vous le savez tous, c'est la Renaissance. Quand l'homme de la Renaissance, Brunelleschi, va mettre en place la perspective, définir la perspective, et que les peintres vont se mettre à peindre en perspective, il témoigne d'un horizon qu'il s'est ouvert pour le sujet. Et l'homme, dans le même mouvement, dans le même temps, va partir à la conquête du monde. Il n'y a pas d'horizon ouvert là. Un retournement s'opère. La perspective se joue ailleurs. C'est bon, on l'a découverte, l'Amérique. Elle est où, l'Amérique? C'est quoi, l'Amérique? Je laisse ces questions en suspens. Je vais essayer d'y répondre, en tout cas de proposer des interprétations possibles avec les deux Américains qui vont venir après. Mais c'est très important. Et retenez aussi une perspective de temps et d'une certaine morale. On est dans le temps, on n'est plus dans l'espace. On est dans la morale. Mais pas la morale bourgeoise, le bien, le mal, dans le positionnement moral. On met en jeu sa vie quand on peint. Et un autre tableau qui est un souvenir émouvant pour moi, puisque c'est un tableau de la Fondation Guggenheim, donc j'ai presque vécu avec, un petit tableau, et qui s'appelle La pluie, peint en 1911, où là aussi vous voyez des animaux, un berger dans le ciel, et l'âme du shtetl qui est représentée avec des influences cubistes. Il est traversé par toutes ces influences. Et pour finir avec Chagall, son paradis. Son paradis que je vous montre, non pas parce qu'il représenterait pour moi le grand Chagall. Je pense que le grand Chagall, vraiment innovateur, c'est celui qui rencontre l'école de Paris, c'est celui qui innove dans les formes. Mais il y a le Chagall rêveur, le Chagall poète, le Chagall qui va projeter sur le réel sans cesse de nouvelles parures, un nouveau vêtement d'imaginaire, une nouvelle toile. Et ce paradis est une toile où il reprend les thèmes de la Bible. Alors on voit Adam en bas qui lève le bras pour rendre sa côte plus accessible dans la nuée lumineuse qui symbolise Dieu. Ève émerge. Et puis, on a le couple Adam et Ève sur 3 jambes pour symboliser la fusion tentée par le serpent. Donc, voilà, cette toile, entre autres, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait regarder. Mais on ne peut pas tout faire ce soir. Cette toile d'imaginaire, de mémoire, cette poésie picturale de Chagall pour terminer ce soir avec lui. Et je vous propose de passer maintenant à Marc Roscoe. Marc Roscoe qui a une histoire différente, bien évidemment, de Chagall, puisque lui n'est pas né en Russie. Il est né à New York en 1903. Donc il est de la deuxième génération. Sa terre, c'est New York, la Nouvelle-York. Et il va proposer un travail étonnant. Pour le moment, restons-en là, étonnant.
Et juste cette phrase de Stanley Cavell, un philosophe américain, à réfléchir. On y reviendra en voyant les toiles de Rothko. Nietzsche appelle nihilisme cette incapacité grandissante à désirer le monde. Je vous parlais du désir tout à l'heure. L'enjeu, peut-être l'enjeu du tableau, c'est de nous faire désirer le monde ou redésirer le monde, de nous donner la possibilité d'un nouveau paradigme pour nous rapporter au monde, nous rapporter aux autres. Alors Rothko peint cet autoportrait en 1936. C'est une œuvre très, une de ses premières œuvres, et on y voit, j'ai presque envie de dire un grand classique. Le peintre est un poète, on l'a vu avec Chagall, et il va mettre en avant une vision intérieure. Et Rothko se peint avec des lunettes noircies, bref, le regard obscurci, comme pour inviter le regard du spectateur à se retourner à l'intérieur. Et le thème du poète voyant est assez classique. Mais ce retournement a toute son importance. Lascaux est au fond de nous. Je vous disais tout à l'heure, un tableau active notre mémoire. Il y a au fond de nous Abraham, Moïse, mais aussi les mythes grecs, tous ces noms, tous ces lieux de mémoire qui nous travaillent au corps constamment. Et c'est ces lieux de mémoire, c'est ces noms que le peintre, plastiquement, c'est pas du tout intellectuel, que le peintre active. Et Rothko insiste régulièrement sur la violence de son travail. À ceux qui prétendent que son travail serait simplement serein, il dit « détrompez-vous. Mon travail relève d'une violence énorme. Il faut une incroyable force pour arriver à défaire les apparences, à traverser ce semblant. » Alors comment s'y prend-il? On va traverser ça, pour le coup, assez rapidement. Hop, voilà. Donc là, on a une scène qui est une scène de métro new-yorkais, peinte en 1938. Et vous voyez comme, là on est encore dans la représentation, mais déjà se dessinent, il me semble, les tableaux à venir de Rothko. Une majorité de lignes horizontales et verticales. Il va à la structure. Il essaie de façon la plus évidente de faire ressortir les éléments de force, ce qui vraiment structure